Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous, que vous êtes tous bien connectés, que vous n'avez aucun souci matériel. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème les activités dynamisantes pour la classe de FLE en présentiel et à distance. Nous sommes dans ce... Je baisse mon téléphone. Donc, nous sommes bien dans un contexte actuel mondial et sanitaire qui nous oblige à avoir donc des formations à distance. Je remercie l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Institut français puisqu'ils sont les initiateurs de cette formation. Je suis Christine Perazzo et je suis enseignante et formatrice en FLE et je vais vous accompagner donc pendant 1h30. Nous avons avec nous deux modérateurs, Emmanuel Sanson qui est représentant du CREF-ECO et Madame Fleur Pires qui est représentante de l'Institut français de Roumanie. Vous pourrez interagir avec eux via le chat. C'est pourquoi vous allez me voir de temps en temps regarder mon téléphone, puisque j'ai accès donc par mon téléphone à tous vos commentaires sur le chat. Je vais vous poser par moment des questions pour que nous ayons un petit peu des interactions durant ce webinaire. Pourquoi cette vidéo de présentation ? Alors, j'ai trouvé qu'elle illustrait bien tous les concepts que nous allons aborder sur cette thématique. Nous avons d'abord une notion de groupe. Vous avez bien vu qu'il y avait des individualités très différentes, que ce soit en genre, en âge et surtout en compétences. J'ai le son qui grésille. Alors, je vais peut-être parler un petit peu plus fort, si ça va mieux. Donc, je reviens sur cette vidéo de présentation avec où il faut... Attendez, je vais voir à couper. Non, normalement, tout est bon. Cette notion de groupe avec des individualités, qui on voit un groupe dynamique, motivé, il y a des déplacements, il y a de l'action, il y a de l'implication de la part de tous les membres du groupe et qui sont vraiment inclus dans une activité dynamisante avec un projet commun qui est de réaliser leur performance musicale. Nous avons aussi une activité créative puisqu'il a fallu à chaque participant de trouver, ils ont dû réfléchir sur leur costume, leur placement dans le centre commercial et nous voyons bien qu'il y a un réel pouvoir du groupe sur le public qui est fasciné et ça met une ambiance dans ce centre commercial. Donc, voilà les thématiques qui vont être abordées, ce qui m'amène à vous présenter le plan du webinaire. Première partie sur qu'est-ce que la dynamique de groupe. Une deuxième partie sur comment renforcer la motivation des apprenants. Une troisième partie sur les activités à proposer pour alimenter la créativité des apprenants. Et enfin, une petite partie sur la spécificité de l'enseignement à distance. Je vous informe que vous aurez tous l'accès à un dossier papier qui va reprendre les grandes lignes de cette formation avec des détails, des informations donc plus approfondies. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des notes. Et je me permets aussi de signaler que quand je vais parler d'apprenant ou d'enseignant, c'est bien le sens général du terme et qui inclura la notion de apprenant et apprenante. Voilà. Nous pouvons démarrer sur notre dynamique de groupe. Qu'est-ce que la dynamique de groupe? Il faut d'abord approcher l'approche actionnelle
puisqu'il faut toujours resituer sa thématique dans son contexte, qui est un contexte institutionnel, et donc là, le CECR. L'apprenant, donc, est un acteur social. On a dépassé cette approche traditionnelle de la transmission du savoir où l'apprenant n'était qu'une personne qui recevait l'information. Là, il est vraiment partie intégrante de son processus d'apprentissage. Il devient un acteur social puisque toutes les tâches communicatives doivent être insérées dans un contexte de communication. Il faut donner du sens à notre enseignement, à nos activités. On a donc bien une prise des besoins des apprenants et du groupe d'apprenants avec une tâche actionnelle qui va être une réalisation concrète au service du langage. L'apprenant, on dit qu'il est autonome puisqu'il va faire partie de son apprentissage. L'enseignant a donc un rôle clé, bien évidemment, pour développer, renforcer toutes ses compétences, mais aussi les stratégies, la méthodologie, pour permettre à chaque apprenant de réaliser donc les tâches langagières qui vont être demandées. Le groupe. Nous devons d'abord nous poser la question, qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, vous voyez avec ce petit dessin, on peut avoir deux interprétations du groupe. Soit ce sont des individualités qui vont être identiques. Là, on peut considérer qu'ils ont des besoins identiques, des compétences identiques, et donc on va transmettre un message identique. Ou alors, deuxième petit schéma, nous pouvons considérer que le groupe, ça va être une entité avec bien évidemment des personnes différentes, mais qui vont être dans un système d'interdépendance les uns les autres. Nous pouvons ensuite réfléchir sur qu'est-ce que la dynamique de groupe en fait, parce que c'est un terme qui revient fréquemment. Donc la dynamique de groupe, simplement, nous allons la résumer à tout ce qui se joue à l'intérieur du groupe et à tout ce qui va se jouer sur le fonctionnement du groupe. Donc, bien évidemment, au centre de cette dynamique, on a tout l'aspect des interactions entre les pairs. On a aussi tout ce qui est l'aspect non-verbal, donc les silences, la gestuelle, vous voyez... toutes les cultures méditerranéennes, on a l'habitude de parler avec les mains. On a aussi tout l'aspect des normes, des lois, des conduites sociales. On a aussi les buts du groupe. Pourquoi ce groupe apprend le français? Est-ce que c'est un désir ou est-ce que c'est une obligation? Pourquoi en fait ils sont là? Il y a toutes les notions de l'affectivité, toutes les relations de sympathie, d'antipathie qui vont circuler dans le groupe et qui vont faire qu'il va y avoir des statuts différents. Il y a les populaires, on a tous dans le groupe des personnes, des leaders, on va dire. En France, on dit les populaires, et puis malheureusement, il y a les rejetés. Et il y a toute cette cohésion du groupe. En quoi la dynamique de groupe est-elle importante? Alors, ce travail en groupe, ces interactions vont permettre le développement de certains apprentissages, de certaines stratégies ou des attitudes. Alors, des stratégies, dans un premier temps, d'analyse, de développement de la pensée critique, puisque grâce à ces interactions, chaque apprenant va se rendre compte que les autres n'ont pas forcément la même idée, il y a d'autres points de vue, et ça va susciter justement cette pensée critique. Il y a l'autonomie, puisqu'il va être au centre de son apprentissage, donc il va falloir qu'il soit impliqué et qu'il ait des outils pour réfléchir sur ses avancées dans ses compétences. Il y a les stratégies cognitives qui vont se mettre en place, donc des stratégies de déduction, de créativité, d'induction, l'enrichissement langagier, on va à partir d'un langage descriptif vers le langage d'évocation qui va mener au débat, à l'argumentation, et donc à un gain langagier au niveau qualitatif, puisque on va avoir une amélioration de la syntaxe, du lexique, mais aussi quantitatif,
puisque l'apprenant va avoir un espace de parole qui va être beaucoup plus important que s'il n'y avait pas ces interactions. Une socialisation également, puisque l'apprenant doit accepter que les autres ne soient pas d'accord avec son point de vue, et lui aussi, il va devoir exprimer son désaccord, mais avec du respect et un partage d'idées de la manière la plus sereine possible, et la mise en place de collaboration, de coopération et une participation active donc des apprenants. Donc, pour l'enseignant, travailler sur la dynamique de groupe. Vous voyez un petit résumé, c'est tout ce qui va toucher à l'organisation du groupe, au renforcement de la cohésion du groupe, au renforcement de la satisfaction du groupe, parce qu'un groupe qui n'est pas satisfait, c'est un groupe que l'on va perdre au fur et à mesure qui va être démotivé. C'est développer aussi la productivité du groupe, puisque c'est bien là le but de notre enseignement, et stimuler les apprentissages. Donc, on parle de groupe, mais il ne faut pas pour autant oublier le potentiel de chacun, puisque il faut que chaque apprenant dans ce groupe puisse développer sa propre efficacité, son propre potentiel, ses propres compétences, et cela va se faire grâce à cette dynamique de groupe positif, puisqu'ils ne seront plus dans une position de compétition, mais bien dans une position où ils vont partager. Donc, comment construire cette dynamique de groupe? On vient de le voir que cette dynamique de groupe, elle est liée à des facteurs qui sont inhérents au groupe, donc au nombre, à la spécificité donc du groupe, à l'environnement. Je vous pose maintenant la question là, quelles sont les caractéristiques qui vont jouer un rôle sur le fait d'avoir plutôt une dynamique favorable ou une dynamique défavorable? Je vous laisse un petit moment pour interagir là-dessus. Donc, quelles sont d'après vous les caractéristiques qui vont jouer un rôle pour développer cette dynamique favorable ou cette dynamique défavorable? Un groupe ayant le même niveau, un petit groupe. Alors, nous allons voir un petit peu. Il y a effectivement cette notion de groupe, mais il y a toutes ces notions aussi, par exemple, du savoir-vivre. Donc, on va se voir que le savoir-vivre va influencer sur la dynamique du groupe. Avec un groupe, s'ils n'ont pas de savoir-vivre, s'ils sont dans l'impolitesse, à couper la parole, à être dans l'irrespect et dans la moquerie, bien évidemment, ça va entraîner une dynamique défavorable. Par contre, si on a une dynamique axée avec un savoir-vivre sur la politesse, le respect, on va avoir un sentiment de confiance qui va permettre que tout le monde va trouver sa place. On va avoir aussi le but que l'apprenant se fait de son apprentissage. Si on a un apprenant qui n'a pas de but, qui ne sait pas pourquoi il est là, bien évidemment, il va être démotivé. Alors que si on a un but commun, qui est commun à tous les membres du groupe, on va créer une dynamique favorable. La gestion du groupe, on va avoir d'un côté une gestion magistrale qui ne va pas favoriser une implication, qui ne va pas avoir une implication sur l'investissement des participants, des apprenants, mais bien au contraire, si on a un projet commun, on va avoir une motivation, une participation des membres du groupe. L'entente entre les apprenants, alors c'est un facteur qui va être clé, déterminant,
parce qu'on va falloir essayer de temporiser un petit peu ces relations dont je parlais tout à l'heure entre l'antipathie, la sympathie, l'empathie. Et même s'il y a des leaders, il va falloir faire en sorte que ces leaders-là n'aient pas un statut destructeur, un statut négatif sur le groupe, n'engendre pas ni la peur ni l'effacement de certains apprenants. Et l'entente devra être une entente sans emprise de leader pour générer de l'entraide, de la solidarité. Le niveau des apprenants, il va falloir aussi gérer l'hétérogénéité des membres du groupe. Soit on part du principe qu'on ne la gère pas et les compétences, eh ben, on va faire un cours ou proposer une activité identique à tous. Là, on ne va pas favoriser un climat favorable, positif. Bien au contraire, il faudra travailler sur une complémentarité des compétences au niveau des apprenants et travailler sur la collaboration, sur la coopération, la cohésion entre les membres du groupe. La place de la parole. Alors, dans un contexte défavorable, on va avoir des sanctions chaque fois que un membre va prendre la parole. Bien au contraire, dans une dynamique de groupe positive, la parole va être au centre de la relation, que ce soit la relation entre les pairs ou la relation avec l'enseignant. Les échanges, donc, vont être très importants et la parole va être très importante. Donc, on se rend bien compte que là, nous avons exactement les mêmes caractéristiques, mais que selon le regard et la gestion que l'on va avoir sur ces caractéristiques, on va mettre en place une dynamique de groupe complètement différente, ce qui m'amène à dire que la dynamique de groupe, n'est pas une fatalité. Souvent, on entend « Oh là 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 là, ce groupe, c'est insupportable, je ne les supporte pas ». Oui, il y a des groupes difficiles, il y a des groupes compliqués, mais il va falloir agir justement sur ces aspects négatifs parce que ce n'est pas une fatalité et cette dynamique, elle va se construire au fil du temps, tranquillement, en mettant en place donc des stratégies. Et les stratégies, c'est l'enseignant qui va activer toutes ces stratégies. Alors, il y a d'abord l'attitude, bien évidemment, de l'enseignant. Alors, exemple, sa personnalité. Si je vous dis, j'arrive en cours et je vous dis, bon, alors, aujourd'hui, on va parler des activités motivantes. Vous comprenez bien que j'ai un discours qui va pas avec ma gestuelle. Au contraire, si alors aujourd'hui, vous voyez, je suis à fond. Non, c'est excessif aussi. Donc, il faut adapter sa personnalité, de l'humour, mais pas trop, de la bienveillance, ça toujours, de l'écoute, du respect. Il faut être disponible dans l'acceptation de la parole de l'autre, une neutralité, bien évidemment, on ne va pas favoriser toujours les mêmes élèves, une capacité d'adaptation, parce que le travail en groupe, c'est du bruit, ça demande une organisation matérielle, on bouge les bureaux, on bouge les tables, ça fait donc un bruit supplémentaire, une agitation supplémentaire, il faut savoir la gérer. Et aussi, accepter que les apprenants ne soient pas forcément d'accord avec avec ce que l'on est en train de dire, accepter des retours qui peuvent être négatifs, accepter donc ce débat de parole, et bien évidemment le professionnalisme qui est toujours maintenir son rôle d'enseignant. On n'entre pas dans le copinage, c'est pas parce qu'on travaille en groupe qu'on est dans l'interaction, qu'on est dans le copinage, et on n'est pas là non plus pour mettre de la pression. On reste donc ce personnage clé. Dans nos choix pédagogiques, les buts. Alors, il faudra toujours expliquer le pourquoi cette activité au sein de sa dynamique de classe, au sein de
pourquoi je vous demande d'apprendre et de travailler sur ces notions-là, mais aussi les projeter dans un avenir des fois plus lointain pour des apprenants qui sont dans des professionnalisations et qui vont donc avoir à être impliqués d'une autre manière en fonction de leurs objectifs. La conduite de classe va avoir donc un rôle positif et bien évidemment, tout va se jouer aussi sur les types d'activités à privilégier. Donc, les activités avec des tâches à réaliser, des activités de groupe, des activités favorisant la collaboration, la coopération et la cohésion. Et le rôle de l'enseignant, nous l'avons vu dans cette perspective actionnelle, c'est bien un rôle de guide, de facilitateur et de protecteur. Et enfin, il va y avoir tout un jeu sur l'ouverture sur l'extérieur. Alors, je n'ai plus accès au chat. Alors, la motivation. Comment allons-nous pouvoir renforcer la motivation des apprenants? Je vous mets une petite citation que je vous laisse lire et j'aimerais savoir si vous avez bien des commentaires par rapport à cette citation. Alors, est-ce qu'elle vous semble adaptée? Je remets. Oui. Du coup. J'attends vos commentaires. C'est vrai? Tout à fait d'accord. Et oui, nous sommes en fait un des gens de théâtre quand l'on fait cours, puisque il faut arriver justement à amener nos apprenants vers le lieu où nous voulons les amener, mais sans qu'ils s'en aperçoivent vraiment. La motivation. Alors, il y a deux sortes de motivation. Il y a ces motivations, la motivation intrinsèque, qui va être interne à la personne. C'est un apprenant qui va, de par lui-même, trouver une curiosité, avoir un intérêt, qui va avoir un plaisir d'apprendre. C'est un apprenant qui a une soif de savoir, qui va développer cette curiosité, qui va aller chercher des compléments d'information. C'est l'apprenant que l'on a envie d'avoir en classe. Mais par contre, c'est pas forcément celui qui a les meilleurs résultats, parce que lui, il ne travaille pas pour la note, il travaille pour lui-même. Ce n'est pas non plus forcément celui qui va lever la main, mais par contre, c'est celui que l'on voit qui, chaque fois qu'on apporte une notion, chaque fois qu'on pose une question, il est comme ça, on le voit que ça bouge à 1000 à l'heure dans son cerveau. Il est engagé, même s'il ne l'exprime pas par sa gestuelle ni par son retour des notes. À l'opposé, nous avons la motivation extrinsèque. Et là, c'est une motivation qui est basée sur l'obtention de bonnes notes ou l'obtention d'un diplôme. C'est l'apprenant qui va vous dire « Ah bon, mais c'est noté ça? Il faut que je le fasse ?» Voilà. Donc, on voit bien les différents profils que l'on a des deux types d'apprenants que l'on peut trouver. Donc, je lis, le prof est comme un clown devant ses élèves. Tout à fait d'accord. La motivation. Donc, elle va être liée à différents facteurs. Il y a tous ces facteurs externes,
sur lesquels, malheureusement ou heureusement, l'enseignant n'a pas mainmise. La vie personnelle de l'apprenant, qui va quand même conditionner sa manière d'être, son caractère, ses problèmes internes liés à sa famille, à ses amis. Et oui, effectivement, là-dessus, nous n'avons aucun pouvoir. Il y a aussi tous les facteurs relatifs à la société qui vont dicter les valeurs, les lois, la culture, le type d'apprentissage qui a été favorisé, etc., etc. Là-dessus non plus, nous n'avons pas mainmise. Il y a tous les facteurs liés à l'institution, donc les horaires. Si vous avez une classe que vous avez toujours à 14 heures au moment de la digestion, et ben ça va être compliqué. Donc là, vous n'avez pas mainmise sur les emplois du temps, mais quand même, il faudra aller râler un petit peu. Donc tous ces facteurs-là, on n'a pas vraiment de pouvoir. Par contre, on a un pouvoir sur ces facteurs internes sur lesquels l'enseignant va pouvoir intervenir. Alors, ce qui est important, c'est d'intervenir sur l'engagement de l'apprenant. Cet engagement-là va dépendre essentiellement de la valeur que l'apprenant va mettre à l'activité. Il va se poser les questions, mais pourquoi je dois faire cette activité? Bah oui, pourquoi? Hein? Et bien, c'est à nous à lui expliquer le pourquoi. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les buts. On explique, ça va être utile pour ça, ça et ça. Ça, rappelle-toi, on a appris ça, fais le lien, tu vois. C'était un savoir important pour que tu puisses développer telle compétence. Cette compétence, tu l'utiliseras dans telle circonstance. D'ailleurs, tu verras, on va faire tout à l'heure une activité qui va te permettre de mettre en scène ce que tu viens d'apprendre. Et suis-je capable? Il va falloir rassurer l'apprenant, lui faire comprendre que bien évidemment, il est capable. Le type d'activité proposée, il va falloir varier vos activités pour surprendre vos apprenants, pour les mettre dans des situations motivantes, dynamiques. Nous allons revenir là-dessus dans le prochain chapitre. Et la mise en place de ce climat de classe positif avec une bonne gestion du groupe. La mise en place des récompenses. Ah, alors là, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas? Ça va dépendre. Ça va dépendre, mais c'est comme tout. Il faut que ce soit à petite dose. Parce que le risque de récompense peut modifier la motivation de l'apprenant. Je reviens tout à ce que je vous expliquais entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Un apprenant qui apprend par lui-même, parce qu'il a envie de savoir, il a envie de connaître, il a envie de voir comment le monde fonctionne, comment la langue française fonctionne. Si la classe, le cours n'est basé que sur des récompenses, eh ben il risque de basculer dans ah ben oui, alors ça, en fait, il faut pas que je l'apprenne de par moi-même, mais il faut que je l'apprenne pour la récompense. Et là, eh ben, ce sera pas forcément positif. Donc, construire un climat de classe positif. Alors, je vais faire un petit rappel des études que l'on peut avoir dans les neurosciences, puisque c'est un domaine médical qui apporte vraiment des réponses au fonctionnement humain et notamment dans l'apprentissage. Donc, il a été montré que dans un climat défavorable, le cerveau libère un excès d'hormones qui sont à l'origine de la colère, de l'anxiété et du découragement. Donc, ce n'est pas possible de travailler dans une ambiance sereine et positive lorsqu'on a face à nous des apprenants qui sont dans la colère, l'anxiété ou le découragement. Par contre, dans un climat de classe positif, eh bien, le cerveau va sécréter des molécules nécessaires au bien-être qui favorisent l'apprentissage. Et cela va mener bien évidemment à de la performance, on l'a dit, du bien-être,
de la motivation. Donc, vous voyez que c'est pas simplement au niveau d'un paraître. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et notre corps, eh ben, il va faire en sorte que l'on soit, attendez, essayez. Ah, pardon, il faut encore que j'ai un petit réglage à faire. Alors, ah non, c'est pas pour moi. Pardon, excusez-moi, ce n'était pas pour moi. Donc, je reviens à mon climat de classe positif. L'enseignant, il devra veiller en la mise en place de ce cadre sécurisant, en ayant en place une dynamique, une ambiance calme, sécurisante, qui va permettre une concentration de la part de tous les membres du groupe et développer cette fameuse cohésion du groupe. L'apprenant, quant à lui, l'apprenant, eh bien, lui aussi, il a des besoins. Et ces besoins-là vont être des clés dans son sentiment d'auto-efficacité. Son besoin de compétence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'apprenant, il va se dire, mais est-ce que je suis capable? Alors, il y a bien évidemment tout l'auto-estime qui se rajoute à ça, avec parfois des apprenants qui sont tout à fait capables, mais ils ont un tel manque de confiance en eux qu'ils vont toujours croire qu'ils ne sont pas capables. Donc, il faudra les rassurer, il faudra les mettre face à leurs réelles compétences et bien leur prouver que oui, ils sont capables. Mais bien évidemment qu'ils sont capables. Le besoin d'autonomie. Il faut que l'apprenant, il ait l'impression qu'il est à l'origine de ses actions, de ses choix. Il faut lui laisser ces possibles-là pour qu'il soit impliqué, pour qu'il ait vraiment le sentiment d'être partie prenante de cet apprentissage et ce besoin d'appartenance sociale. Alors, ce besoin-là, par moment, il peut être négatif parce que vous pouvez avoir des apprenants qui ont une idée vraiment à eux, une idée particulière, mais avec une idée ou un regard sur l'activité qui ne coïncide pas avec le groupe. Et là, eh ben, il y a deux solutions. Soit il se sent suffisamment fort et il va assumer cette singularité, soit il va avoir justement ce besoin d'appartenance tellement fort qu'il va se rallier au groupe, quitte à perdre son identité. Ça, ce sont des phénomènes, des interactions qui sont très fortes chez les adolescents, notamment, où ils sont en pleine recherche de leur identité. Et la notion de groupe, eh bien, il va falloir faire très attention qu'elle ne soit pas un frein à l'auto-efficacité. D'accord? Donc, ces trois besoins, si ces trois besoins sont satisfaits, eh ben, il va y avoir un engagement total dans l'activité. Parce que je maîtrise, je suis bien, je suis à l'aise, je ne suis pas inquiet et j'ai du plaisir. Du moment où je commence à maîtriser, j'ai du plaisir. Et le plaisir, eh ben, il engendre une envie toujours croissante d'en savoir plus, d'avoir un besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et l'enseignant, il va devoir permettre toutes ces activités qui vont mettre l'apprenant dans ce cadre sécurisant dans lequel il va pouvoir lui-même développer ses talents. Nous en venons donc à nos activités, donc, pour alimenter la créativité des apprenants. Alors, quelles activités avez-vous l'habitude de proposer pour alimenter la créativité des apprenants? Je vous laisse un moment
pour interagir sur le chat, pour nous proposer donc ce que vous aimez proposer vous dans vos classes, des activités qui fonctionnent, bien évidemment. Alors, il y a un petit laps de temps. Alors, des jeux, oui, bien évidemment, de l'écriture créative, un travail à partir des images, oui, des activités ludiques, des chansons, bien évidemment. Hein, vous avez, voilà, vous me donnez là sur le chat des documents authentiques que l'on peut trouver sur Internet, des vidéos, des chansons. Alors, il y a certains qui proposent des types de documents, d'autres qui proposent des activités. Voilà, bon, vous avez effectivement, vous maîtrisez déjà de nombreux possibles dans cette créativité. Nous allons voir un petit peu tout cela de manière plus approfondie, plus détaillée. Voilà, ben c'est bien, vous ne vous arrêtez plus, vous êtes plein d'idées. Alors, des considérations générales. Qu'est-ce qu'il faut se dire déjà quand l'on propose une activité où l'apprenant doit parler face à un auditoire? Il y a forcément du stress. S'il n'a pas l'habitude, il y a forcément du stress. Il se met en danger, il a peur, et on le voit, on le sent, il est mal, ça goûte. Alors, c'est moins flagrant chez les enfants, hein, puisqu'il y a la spontanéité, mais chez les adolescents, c'est plus compliqué. Chez les adultes, tout dépend de leur environnement à l'école dans lequel ils ont grandi, s'il y a eu effectivement déjà cette manipulation d'activité orale, cette manipulation d'activité créative, si ça a fait partie de leur contexte scolaire, ils vont être beaucoup plus à l'aise. Par contre, il y a d'autres cultures, d'autres populations pour lesquelles il y a uniquement un travail d'écrit qui est proposé, et là, ça va devenir compliqué de les mettre en situation de création, de créativité. Donc, il va falloir un petit peu leur proposer des activités dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Et une des activités clés pour mettre les apprenants à l'aise, c'est le jeu. Et pourquoi le jeu? Parce que le jeu, c'est un outil qui offre de par lui-même du plaisir, de la spontanéité. C'est gratuit dans le sens où on joue pour se faire plaisir. Il n'y a pas forcément un résultat au bout, sauf si on veut gagner, bien évidemment. Il y a de la créativité qui touche toutes les personnes. C'est pas restrictif. Le jeu, il s'adresse à tout public, à toute catégorie sociale, à tout niveau langagier. Et le jeu va permettre à l'apprenant de s'engager sans avoir peur. D'ailleurs, on retrouve au niveau du CECR cette utilisation ludique de la langue, puisqu'il faut le prendre en compte, il faut le développer, on nous le demande. Donc, on n'est pas hors programme, c'est pas parce qu'on va proposer des activités créatives, des activités ludiques, que on ne fait pas son programme, bien au contraire. Ces activités-là, donc, sont des entrées qui vont être moins scolaires et qui vont permettre d'aller captiver, d'aller chercher les apprenants pour les amener, par contre, dans des objectifs langagiers. Ce n'est pas une activité de passe-temps, allez, oh bah oui, bah tiens, aujourd'hui on va jouer, on va s'amuser, voilà, on peut avoir des enseignants, pas vous, bien évidemment, mais qui vont aller motiver leurs élèves, qui vont aller chercher l'adhésion du groupe en proposant des activités, ma foi, des activités qui sont à
bien sympathique, mais qui au final, eh ben, n'amène à aucun objectif langagier. Et là, ben, ça ne fonctionne pas. Quand je parlais tout à l'heure de professionnalisme, et un professionnalisme se vérifie par les compétences que l'on va chercher à développer. Les activités langagières que l'on va chercher à développer, elles sont toutes multiples et elles renvoient toutes à ces activités langagières préconisées par le CECR. La compréhension orale et écrite, puisque notre apprenant va être placé dans ces activités de jeu, soit en tant que lecteur, soit en tant que récepteur. Il va être un scripteur ou un interlocuteur, donc il va y avoir de la production orale et écrite, et il va être dans l'interaction, puisqu'il va bien falloir être en relation avec les autres joueurs, soit pour parce qu'ils font partie de leur équipe, soit parce qu'il faut les gagner. Alors, les activités créatives. À quel moment on va pouvoir proposer ces activités créatives? Là encore, tout va dépendre de ce que vous voulez faire de votre activité, des objectifs que vous vous êtes fixés. Ça peut être simplement des petites mises en train. Allez, chaque début de classe, on se prend 5 minutes, on a des petites activités créatives qui permettent de se mettre dans le bain, qui permettent de se détendre, qui permettent d'être dans la relation au niveau du groupe. Ça peut être une activité là à un moment de détente, mais uniquement si vous êtes en fin d'une séance qui a été lourde, vous les sentez fatigués. Des fois, il vaut mieux savoir faire une pause, permettre ces temps de récupération, comme un sportif qui a besoin de faire des étirements, de s'essouffler. Voilà, ça peut permettre de recentrer le groupe sur de nouvelles acquisitions ou sur des exercices de systématisation ou autres. Ça peut être un point de départ à l'apprentissage. Ça peut être une activité de systématisation pour revoir des notions qui ont été travaillées précédemment. Ça peut être aussi un mode d'une activité évaluative. On peut se servir du jeu ou d'une activité créative pour évaluer les compétences. Des activités culturelles. Et aussi, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ces activités vont nous permettre de basculer sans arrêt de l'oral à l'écrit. On le verra dans des activités plus spécifiques tout à l'heure. Un premier point, donc j'ai voulu regrouper ces activités en 3 grands domaines, avec d'un côté les activités ludiques, et je me suis appuyée sur des jeux de société pour vous faire connaître un petit peu et pour partager avec vous des jeux de société que l'on peut trouver, que l'on peut après dupliquer, fabriquer, etc. Les activités créatives et les projets. Je vois que vous m'avez parlé aussi des projets, donc bien évidemment, ça rentre dans ces activités créatives. Donc, un petit retour sur qu'est-ce qu'une activité ludique. Ce qui est important, c'est le sens qu'on va lui donner. Et c'est le sens qui va permettre de appréhender et d'approcher ces activités comme étant ludiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que moi, enseignant, je me suis cassé la tête, j'ai proposé une activité et alors là, c'est super, elle est ludique et pouf, je la balance. L'apprenant, il la reçoit, mais s'il n'y trouve pas de sens, il va pas rentrer dans l'activité. Sauf si c'est un profil très scolaire qui cherche à faire plaisir à l'enseignant, mais autrement, il ne va pas forcément y avoir son adhésion.
Donc, c'est un outil. Hein. Faut bien garder en tête que ces activités-là sont des outils et non pas des finalités en soi. Donc, je donne du sens. Comme toute autre activité, je vais donner du sens. Et aussi, je vais mettre en perspective un enjeu. Donc, l'enjeu, ça peut être de gagner, ça peut être de réaliser l'activité, ça peut être d'aller jouer sur la rapidité langagière. Enfin, on verra, il y a plusieurs enjeux possibles et permettre à l'apprenant de s'y engager. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous proposez des activités créatives, des activités là ludiques, il va falloir accepter qu'il y ait un peu plus de bruit, que ce soit un petit peu plus brouillon et qu'il y ait des déplacements, qu'il y ait du mouvement dans la classe. Parce que on ne peut pas proposer une activité ludique dans un contexte où tout le monde est là, personne ne parle. Non, ce ne sera pas possible. Donc, nous voyons bien avec tout ça que les activités ludiques, elles vont répondre tout à fait à notre besoin de créer une dynamique positive, de créer de la motivation, puisqu'il va y avoir des interactions verbales, de la collaboration et de l'implication. Alors, les jeux de société, il y en a plusieurs, mais alors des multitudes, et plus ça va, plus il y a des jeux de société qui se créent, parce que c'est, alors en France, hein, c'est quand même à la mode. On est dans une société où les gens jouent, hein, à tout âge. Il y a des ludothèques, donc des lieux publics dans lesquels les gens se retrouvent pour jouer. Il y a des associations. Donc, on peut regrouper ces jeux selon les différentes catégories. Donc, on va trouver des jeux de dés, des jeux d'adresse, des jeux d'ambiance, etc. On retrouve aussi des jeux télévisés. Alors, ces jeux-là, on peut les retrouver sur TV5 Monde. On peut les retrouver sur Internet. Alors, il y a une émission qui est connue, qui date de vraiment très longtemps, les chiffres et les lettres, qui peuvent être un appui à un cours de langue, puis ça travaille les compétences en calcul et les compétences de vocabulaire. Il y a le jeu aussi de culture générale, question pour un champion, et il y a un jeu, alors télévisé, que l'on n'a plus, qui ne passe plus, qui n'est plus diffusé, mais c'était un jeu qui permettait de deviner les passions et les métiers des personnes. Alors, ce jeu a été adapté après en un jeu vendu dans le commerce. Et on peut trouver des jeux en ligne, des jeux sur la francophonie, des jeux qui vont permettre des interactions. Alors, il faut faire attention, quand je parlais de pédagogie, bien évidemment, tous les jeux ne sont pas exploitables en classe de FLE, puisque tous les jeux ne permettent pas le langage. Un jeu qui n'a aucune compétence langagière à développer, faudra pas l'amener dans votre cours, dans votre classe. Ce qu'il faut avoir bien en tête aussi, c'est que tous ces jeux de société, ils ne sont pas faits pour apprendre. Ce ne sont pas des jeux éducatifs. Ils sont là pour permettre aux gens de jouer, simplement. Ce qui veut dire qu'un jeu en soi, il ne va avoir d'intérêt dans votre classe que si vous allez réfléchir aux adaptations, aux aménagements que vous allez pouvoir en faire. Tout jeu peut être détourné. Tout jeu peut être adapté et tout jeu peut servir à une compétence langagière. Mais ça va demander de votre part, bien évidemment, cette réflexion. Qu'est-ce que je veux faire apprendre à mes apprenants? Comment je vais utiliser ce jeu? Vous verrez dans le dossier, je vous ai proposé une autre classification de jeux qui a été faite par Ede Silva et qui se base sur les différentes exploitations pédagogiques. Partant de tout ça,
Voici un petit peu plus en détail, et là, on va rentrer vraiment dans le pratique du webinaire, ce travail sur de possible sur ces exploitations. Quelle exploitation avec ces jeux de société? On a tout un travail sur l'orthographe des mots. On voit là, vous avez en exemple le Scrabble avec mot d'actualité coronavirus. Ce jeu permet de travailler la conjugaison, l'orthographe, la combinaison des stratégies pour avoir le plus de points possible. Vous avez aussi le fameux jeu du pendu. On va avoir tout un travail sur le lexique. Alors, le double, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux, si vous en avez déjà entendu parler. Ce sont des jeux qui sont pas forcément récents et qui sont très utilisés dans les familles, dans les cours. Vous allez voir pourquoi. Donc le double, c'est un jeu de réflexe et d'observation où il va falloir nommer l'objet ou le symbole qui va être présent dans les cartes. Il y en a un. Donc c'est un vrai travail là de lexique. Vous avez le Pictionary. Alors ça, c'est un jeu qui est assez vieux, qui est basé sur le dessin. Vous avez des cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cartes sont regroupées en catégories. Vous avez les personnages, lieux et animaux. Vous avez une autre catégorie des objets. Une catégorie d'action. Une catégorie difficile, qui va mêler un petit peu de culture. Et défi, où il va falloir jouer avec toutes les équipes contre toutes les équipes. Et le but du jeu est de dessiner et de faire, grâce à son dessin, de faire deviner à son équipe le mot qu'il avait à deviner sur la carte. Pictionary. Le tabou. Alors le tabou aussi, c'est un jeu qui est assez extraordinaire. Comme son nom l'indique, même si l'orthographe du mot n'est pas la bonne, vous allez faire deviner un mot à votre équipe sans utiliser certains mots qui sont interdits, qui sont donc tabous et qui sont inscrits sur la carte. La salade de cafard. Alors, la salade de cafard. Ça, c'est un jeu qui est assez récent. Il va falloir compléter une salade. Donc, c'est un jeu qui va permettre de travailler tout le lexique des légumes. Il va y avoir des pièges parce que selon les cartes, il ne faut pas dire ce qui est vu, il faut dire ce qui est vu avant. Donc, je vois qu'il y a un problème de son encore. Oui. Pardon. Donc, cette salade de cafard. Un travail sur la description. Vous avez ici un jeu qui est le jeu des sardines que l'on va détourner. Quand je vous parlais tout à l'heure du détournement des jeux, et bien voilà un exemple. Donc vous allez pouvoir utiliser simplement ces images pour faire de la description sur les couleurs, sur les formes, sur les imprimés. Donc là on a les rayures, les poids. Voilà, vous détournez le jeu. Le fameux jeu de qui est-ce qui doit permettre de découvrir la personne dont on parle par un questionnement. Alors là, je vais le détourner, ce jeu, pour vous montrer un exemple. Voilà. Vous avez devant les yeux de nombreux personnages. Et nous allons faire un petit jeu. Alors, vous avez bien vu tous les personnages. Je vais vous faire la description d'un personnage. Et il va falloir me dire de qui il s'agit. Mon personnage, alors bien évidemment, je ne dis pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Sinon, ce serait bien trop facile. Mon personnage est brun. Mon personnage
a les cheveux mi-longs. Mon personnage aime bien avoir des accessoires. Mon personnage est plutôt mince. Mon personnage est fort sympathique. C'est une personne qui a un visage souriant. Alors, avez-vous trouvé qui est mon personnage? Je vous laisse encore un petit peu de temps. Je ne vous donne pas trop d'indices, sinon ce sera trop facile. Alors, qui a trouvé? Qui a trouvé mon personnage? Personne? Alors, j'attends vos réponses. Est-ce un homme? Est-ce une femme? L'intérêt de ce jeu, vous voyez aussi, c'est en parlant de mon personnage, on essaye de réfléchir à une manière de s'exprimer qui va être plus générale. Alors, toujours personne pour me décrire, pour me dire de qui je parle. Personne? Bon, alors, nous allons enchaîner. Maria, ça y est, j'ai une réponse. Eh oui, il y a Diama qui a trouvé. Alors, Anna, où est Anna? Alors après, on peut faire le débriefing justement avec les apprenants. Pourquoi Anna, ça ne marchait pas? Parce que j'ai dit que c'était une personne avec les cheveux bruns. Anna a plutôt les cheveux noirs. Vous voyez? Et c'est là où on va donner du sens aux apprentissages. Clara, ça aurait pu être Clara, oui, peut-être, mais elle est plutôt rouquine, Clara, que brune. Hein? Marie, où est Marie? Ah, c'est Maria, donc du coup, Anna, alors ça se jouait entre Anna, Maria et Clara. Luc, ah, Luc, il a plutôt les cheveux noirs et il n'a pas, alors l'accessoire, là, vous considérez donc que la barbe est un accessoire. Donc, il y a tout après ce retour sur les propositions pour vérifier les consignes qui ont été passées sur les descriptions. Donc, vous voyez, là, vous avez participé. Ce jeu peut être adapté avec des confections de cartes que les apprenants peuvent faire. Alors ça marche bien avec des enfants sur les monstres. Vous leur faites dessiner des monstres avec des 20 doigts, avec des bras qui partent de la tête, avec 6 yeux, avec 4 bouches. Vous leur faites dessiner tous ces monstres. Et pareil, après, vous travaillez sur ce lexique corporel. Parce que ce jeu du qui est permet de travailler uniquement le lexique du visage. Donc, voilà. Alors, les cheveux mi-longs, non, ça c'est pas un accessoire. L'accessoire de Maria, c'était bien le bonnet, le béret, pardon. Là, c'est pas un bonnet, c'est un béret. On est là en plus, vous voyez, dans des éléments culturels, puisque le béret fait partie apparemment des symboles français. Nous continuons avec d'autres jeux. Donc, des jeux qui vont permettre de travailler sur le récit. Vous avez un jeu qui est intéressant, c'est le Story Cube. Parce que ce jeu va placer les apprenants dans un rôle de conteur.
vous avez des dés, il y a 9 dés, et sur ces dés, il y a des symboles. Et ces symboles vont permettre de raconter un conte. Il faut commencer par « Il était une fois ». Et pareil, c'est un jeu que vous pouvez facilement fabriquer, qui ne demande que des dés que vous pouvez après, sur lesquels vous pouvez coller des gommettes et mettre les symboles que vous voulez. Et ce sont des symboles assez généraux qui justement permettent à l'apprenant de mettre derrière ce symbole l'histoire, les mots qu'il veut. Donc c'est fort intéressant parce qu'il n'y a pas en fait une bonne réponse. Il y a des possibles, des quantités de récits à faire à partir de ce jeu. Il y a le jeu que vous voyez sur votre droite, c'est le Codenames. Alors ça, c'est un jeu qui va être plutôt, comme vous le voyez sur la boîte du jeu, un jeu d'enquête. Il va falloir découvrir en fait qui sont les informateurs. Donc vous avez 2 équipes et il y a d'un côté les maîtres espions, de l'autre côté les agents. Et ils vont devoir, grâce à un jeu d'association d'idées, de découvrir le nom de code des informateurs en écoutant les indices donnés. Donc là, il y a vraiment un travail d'écoute et un travail de verbalisation. Un autre jeu qui est aussi très rigolo, qui fait partie des jeux d'ambiance, c'est le Bluff Party. Alors, le Bluff Party, ce sont des cartes avec des objectifs à faire ou à dire. Parce qu'il y a, vous voyez, soit des actions, soit des paroles à placer. Et il va falloir placer, c'est ce qui est demandé sur votre carte, il va falloir le placer dans une discussion sans que vos adversaires ne s'en rendent compte. C'est la carte que vous voyez là en bas à gauche. Donc, il y a se plaindre de ses voisins. Ah. Et donc, si vous arrivez à passer un discours dans lequel vous vous plaignez de vos voisins, vous marquez un point. Vous avez une autre question qui est un petit peu plus embarrassante, c'est demander qui a pété. Ah ah. Alors, vous voyez, ça amène des situations qui sont un petit peu drôles et qui vont permettre aux apprenants de jouer le jeu parce qu'ils s'amusent. Et vous avez un dernier jeu qui est les loups-garous de tiers-lieu. Alors, c'est un jeu qui est très très à la mode et qui est très à la mode chez les jeunes. Hein, il y a beaucoup de jeunes qui passent des soirées entières à jouer au loup-garou. Notamment pendant le confinement, où les jeunes, comme ils ne peuvent plus sortir, ils se sont réinventés des activités. Donc, les loups-garous, c'est un jeu très particulier. Il y a 2 équipes, les villageois et les loups-garous, et ils doivent s'éliminer. Donc, il y a tout un jeu sur le regard, parce qu'à un moment, ils ferment les yeux, et c'est les autres. Alors, il y a des mensonges, il y a des... C'est vraiment un récit qui est construit. Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de la salade des cafards. Un jeu de 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans, pour des parties de 10 à 20 minutes. Donc dans la salade des cafards, on va distribuer un même nombre de cartes aux joueurs, et ceux-ci vont essayer de s'en débarrasser. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? Eh bien, il y a des légumes. Il y a 4 légumes différents. Il y a des salades, des tomates, des poivrons et des choux-fleurs. C'est le premier joueur qui va commencer par piocher la carte du dessus de son paquet et la poser au centre de la table. Une fois que le jeu a commencé, les joueurs vont devoir jouer leurs cartes rapidement et ne pas faire d'erreur dans ce qu'ils vont jouer. Car c'est un jeu où dès qu'on fait une erreur, qu'on hésite ou qu'on met un petit peu trop de temps à jouer, eh bien on récupère toutes les cartes qui ont déjà été posées. Donc c'est comme ça qu'on peut se débarrasser de nos cartes et les faire passer à nos adversaires. Donc quand je joue une carte, je dois annoncer le légume qu'il y a dessus. Par exemple ici, je la retourne, je dois lancer chou-fleur. Mais attention, je n'ai jamais le droit. Alors, vous voyez bien, là, vous avez
une explication et vous pouvez trouver ces explications. Vraiment, il y a sur ce site de nombreuses explications de jeux. Et vous avez un autre site avec des fiches résumées des règles du jeu que l'on peut voir maintenant. Et il va falloir choisir sur ce site le jeu que vous voulez. Alors voilà, là on accède au site. C'est un jeu qui est dédié à des joueurs, comme vous le voyez, la voix des joueurs. Vous allez sur Jeux et là, vous avez les fiches résumées. Et vous descendez et vous avez accès à des fiches résumées de jeux. Voilà, donc ce sont des fiches un petit peu complexes qu'il faudra retravailler bien évidemment et aller chercher dans les jeux des fiches qui soient plus accessibles. Voilà, et vous avez bien évidemment les activités sur les connaissances culturelles avec le fameux Time's Up qui se joue en 3 manches. Vous voyez là, vous avez des personnages à faire découvrir. Donc, ce sont des personnages historiques, des personnages de cinéma, des personnages politiques. Donc, c'est vraiment un jeu avec des entrées sur la culture qui est très, très intéressante. Et ces 3 manches, il va falloir, pour la première manche, verbaliser votre personnage, le faire deviner. Il y aura une manche où il faudra juste écrire des indices et une manche où il faudra mimer. Et enfin, vous pouvez avoir à partir de ces jeux tout un travail créatif. Nous avons vu construire un jeu similaire, faire rédiger une règle du jeu simplifiée, filmer l'explication d'un jeu et faire le récit de tous ces échanges langagiers qui ont été proposés pendant le jeu. Voilà. Alors, exemple de cartes. Je vais vous laisser un petit peu jouer. Vous devez donc faire deviner à votre équipier, à votre équipe, le mot chien, mais sans jamais avoir à prononcer les mots tabous qui sont animal, maison, chat. Alors, quelle définition? Alors là, vous êtes à l'écrit, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Et quels sont les mots que l'on pourrait donner le meilleur ami de l'homme? Oui, très bien. Oui, ça marche, ça fonctionne. Sur 4 pattes, effectivement. L'ennemi du chat, ce n'est pas possible. Vous avez dit chat, le chat est un mot tabou. Il a des poils. Quand je flaire un ennemi, j'aboie. C'est intéressant. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, ça va être de faire l'analyse de toutes ces réponses. Parce que vous avez ceux qui vont partir dans des considérations plus scientifiques. Il y en a d'autres qui vont essayer de trouver des synonymes. D'autres qui vont donner la fonction. À quoi sert le chien? Ses caractéristiques, et ça va vous permettre, après un retour langagier sur toutes les informations qui ont été données, pour permettre un travail de reformulation, pour éviter les répétitions. Donc, c'est un jeu qui va amener à une conscience grammaticale qui est vraiment intéressante. Nous enchaînons avec notre deuxième thématique de ces activités, c'est les activités créatives.
Comme je le disais tout à l'heure, le stress de parler en public, les activités créatives peuvent refroidir certains apprenants puisqu'on va les mettre en activité de créer, d'apporter de la nouveauté. Et il y a ceux qui vont vous dire « Ah non, 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 alors moi, pas question, je ne suis pas du tout créatif, je ne suis pas capable. » On revient toujours à cette notion de capacité. De fait, comment pouvoir régler cette peur? Comment amener l'apprenant à dépasser sa peur et le mettre en confiance? Et bien déjà, ça va être de proposer avec régularité des activités créatives pour que petit à petit, il prenne conscience de son pouvoir, qu'il prenne conscience de l'habitude. Bien évidemment, ne jamais porter de jugement de valeur. Lorsque l'on est en situation évaluative, l'évaluation va se faire à partir d'une grille d'évaluation pour avoir des objectifs et un regard qui soit objectif et non pas subjectif, parce que le jugement de valeur, on est dans le subjectif. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter pour avoir un regard de neutralité et un regard bienveillant. Il va falloir rassurer les apprenants pour pas qu'ils aient peur du jugement des autres et avoir donc des activités qu'il va vraiment falloir structurer et expliciter et cibler. Donc toutes les activités à partir du théâtre qui permet de travailler la voix, l'intonation, le débit, la gestuelle. Ce qui va être intéressant, c'est de passer de ce qui est vu à une voix off. Donc, de passer à un discours rapporté, à un discours qui va commenter, passer donc du dialogue au discours rapporté, comme je viens de le dire, ou modifier les didascalies. Alors, les didascalies, ça va vous permettre de travailler sur d'autres sentiments, d'autres personnages, ou dans les didascalies, on va vous indiquer il va rentrer en chuchotant, donc jouer sur ces modifications d'interprétation du texte théâtral. Vous avez parlé tout à l'heure, là, vous avez évoqué de nombreuses activités que l'on pouvait faire à partir d'un support visuel. Juste utiliser la publicité est vraiment une source aussi d'inspiration. Vous avez par exemple la publicité d'une Peugeot, la 106, un sacré numéro. Voilà, donc il y a tout ce jeu sur les jeux de mots, des calembours, etc. Un jeu sur la description. Je passe, ça, ce sont des activités que vous avez l'habitude de mener. À partir d'un support audiovisuel, pareil, il y a toutes les possibilités d'imaginer ce qui vient avant, ce qui vient après, de passer là encore au discours rapporté. Vous avez des scènes, vous allez faire inventer les dialogues, vous coupez le son et c'est vous qui faites créer les dialogues. Alors ça aussi, ce sont vraiment des activités intéressantes parce que ça permet après d'avoir du pouvoir parce qu'on se rend compte qu'on peut aussi produire du discours qui n'est pas forcément le même ou au contraire qui peut être dans la même lignée que le vrai support que l'on va écouter après son activité. On a tous les ateliers d'écriture, vous en avez aussi parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour travailler des points spécifiques du fonctionnement de la langue. On va par exemple dans la transformation, on va modifier nos phrases pour passer par exemple de la forme affirmative à la forme négative. On va avoir les types de phrases que l'on va pouvoir transformer de déclaratives en injonctives. Travailler sur les personnes, passer du singulier au pluriel, travailler sur les temps de conjugaison. Donc, vous voyez que toutes ces activités vont permettre d'aborder la langue au niveau grammatical et au niveau de la conjugaison.
Les amplifications, c'est un travail qui va permettre de travailler sur les compléments. Moi, je pars souvent d'un petit jeu que je fais, c'est que je leur dis, voilà, le chien mange. Et tout le monde doit dessiner un chien qui mange. Et on se rend compte que, personne n'a le même dessin. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas assez d'informations pour permettre au lecteur de la consigne d'avoir les informations précises. Donc, on va partir sur comment on peut amener des informations à cette phrase simple, le chien mange. Donc, on travaille les adjectifs, on travaille les compléments de nom, on va travailler les compléments de phrase, les compléments du verbe, etc., etc. Et on construit et on met en application toutes les savoirs que vous avez pu travailler en grammaire. Tout le travail sur la voix. Alors, ça, ce sont des jeux qui sont aussi très ludiques, puisque vous pouvez travailler sur les accents. Donc là, on va travailler à partir des virlangues. Donc, les accents, les émotions, dire un même texte avec la peur, avec l'amour, avec la terreur, avec la colère, voilà. Et vous les mettez en situation. Un jeu qui est intéressant aussi pour travailler la voix, c'est de leur faire mettre en voix un texte à l'inverse de la voix que vous leur imposez. Et justement, ça va être des prises de décision qui vont perturber, puisqu'en général, la voix accompagne le message. Et là, vous allez les placer en situation où ça va être l'inverse. Et ça mène à des résultats qui sont vraiment très intéressants. L'articulation, la prosodie, les mises en musique, etc., etc. Vous avez tout le travail sur la description, avec tous ces jeux du portrait. Je pense à un personnage, ou je pense à un objet qui a telle et telle caractéristique. Ça peut être un personnage réel de la classe, un personnage fictif, un personnage célèbre. Vous avez tout le travail sur le questionnement. Alors, les sondages, les énigmes, le détective. Alors ça, c'est un jeu aussi qui va pouvoir permettre de travailler les caractéristiques vestimentaires. Vous faites sortir un élève qui va être le détective et pendant qu'il est dehors, vous désignez un apprenant de la classe et qui lui va avoir donc ses caractéristiques vestimentaires et le détective va rentrer et va poser des questions et on doit trouver qui est donc le coupable, le suspect. Voilà, j'avance un petit peu. Vous avez le travail et les jeux sur la langue. Je vais vous proposer ici des rébus. Voilà, vous avez un exemple de rébus. Alors, est-ce que quelqu'un peut trouver la première réponse? Donc, le rébus, on est bien dans chaque syllabe va être mise en image par un dessin ou par un symbole. Vous voyez donc le premier. Alors, premier rébus. Essayez-vous. Oui, on a une bonne réponse. Le deuxième, on enchaîne. C'était piolet, piolet. Premier rébus, deuxième rébus. Non. Ah, non. Alors le deuxième, moi j'étais sur la ligne
C'est pas sac à dos. Non, souvenez non plus. Ah, vous voyez, c'est pas si évident. Alors, on a ici, sur le deuxième est en colonne. Hein. Donc, premier rébus, oui, le premier rébus, on l'a trouvé. Ah, le deuxième, donc si vous considérez que le deuxième, c'est sur la ligne, c'est bien sac à D. Oui. Le troisième, non, ce n'est pas radeau. Alors, là, vous voyez que le symbole, c'est la vache et c'est le bruit de la vache. Ça va être ramener. Bon, voilà. Hein, on s'amuse. Ce qui est intéressant là, c'est leur faire découvrir des rébus, mais aussi, eux, les mettre en activité de création de rébus. Et vous avez les charades, qui là, on a les syllabes qui sont définies. Les charades. Alors, mon premier est un oiseau voleur. Mon deuxième est comme une grosse souris. Mon troisième se trouve dans le pain. Mon dernier est un chiffre. Qui s'essaye à cette charade, sachant que mon tout est un monument égyptien. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, pyramide. Ben, je vois que vous êtes très fort. Tout le monde a trouvé pyramide. Bon, voilà. Pareil, là, vous pouvez les mettre en situation de décodeur de la charade. Mais un autre travail qui va être intéressant, ça va être les positionner en créateur de charade. Toutes les autres pistes. Alors, une piste qui est intéressante, c'est le récit multiple. Vous avez d'ailleurs à cet effet un livre qui est très bien construit. C'est un album qui est une histoire à 4 voix de Anthony Brown. Vous l'avez ça dans le dossier, hein, les références du livre. Et c'est un récit multiple, c'est-à-dire que c'est la même histoire, mais qui va être racontée selon le personnage qui vit l'histoire. Donc, il y a 4 personnages, il y a donc 4 voix, et chaque personnage va avoir son identité propre, avec ses caractéristiques propres, et ils vont décrire la scène. Donc ça, le récit multiple, c'est un jeu qui est vraiment très intéressant, que l'on peut faire à partir d'images. Voilà, les projets, vous en avez parlé. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste un petit récapitulatif. Le projet, donc, c'est lancer les apprenants sur une activité qui va être sur du plus long terme. On va avoir l'exposé, la correspondance, tout projet qui va être un projet créatif. Et là-dedans, on peut mettre en place des cours de cuisine, des lectures de textes, des concours de poésie pour justement valoriser ce travail de la voix, des rallyes lecture pour mener un travail de lecture sur la littérature française, des rallyes lecture que vous pouvez faire avec plusieurs classes, le journal de classe, des projets qui sont liés aux institutions francophones. Donc, je pense que là, vous allez fréquemment regarder sur les différents sites, que ce soit les sites des ministères de la culture français ou d'autres sites qui proposent de nombreux projets à l'échelle internationale. Donc là, vous pouvez aller, vous pourrez voir une opération qui s'appelle 10 mois 10 mots, où 10 mots sont imposés par rapport à une thématique et il y a donc toute une production à faire à partir de ces mots.
Vous avez aussi, et là je vous encourage, alors je ne connais pas vos contextes d'enseignement, mais dès que vous pouvez, c'est amener vos élèves dans un environnement autre pour donner du sens à vos apprentissages, pour qu'ils puissent s'essayer dans des contextes extérieurs. Donc des rencontres avec des personnes, des rencontres avec un environnement, des manifestations culturelles, etc., etc. Si vous n'arrivez pas à faire des sorties, il faudra essayer d'amener les personnes dans votre classe. Et là, grâce à des contacts, vous avez des partenaires autour de vous. Hein. Vous avez l'Institut français, vous avez les Alliances françaises, vous avez d'énormes possibilités. Vous avez l'ambassade de France, il y a un service culturel, etc. Vous avez les blogs, et voilà. On abordera la web radio, parce que là, je vois que le temps file. On a eu beaucoup de coupures, et j'en suis désolée. Donc, la web radio, nous aborderons cet outil lors des ateliers. Je vous proposerai des activités spécifiques à la web radio. Où vous verrez qu'il y a soit un travail d'écoute, soit un travail de création à partir de podcasts que l'on va pouvoir fabriquer. Il faut très peu de matériel, il suffit juste d'avoir un micro ou un smartphone, un ordinateur et un logiciel qui s'appelle Audacity. Voilà. Nous terminons en bref sur quels outils avoir pour un enseignement à distance. Et tout d'abord, il va falloir se poser la question, parce que ce n'est pas facile de passer d'un enseignement dans lequel nous sommes à l'aise, un enseignement que nous maîtrisons, un enseignement de présentiel, à un enseignement à distance. Et il va falloir voir comment on va pouvoir adapter sa méthode d'enseignement à un enseignement à distance. Alors, j'ai cru comprendre que vous êtes au point, vous avez eu déjà de nombreuses formations sur cet enseignement à distance, puisque malheureusement, c'est notre lot là un petit peu à tous dans ce contexte. Donc, simplement un rappel sur les questions à se poser, les spécificités du distanciel, les outils et les ressources nécessaires, les attentes de son public, les types de connexion, comment je vais être connecté à mes apprenants et à mes collègues, et les objectifs que je vise et les moyens pédagogiques que je vais utiliser. Voilà, on peut avoir des méthodes classiques. Il ne faut pas les négliger parce que tout le monde n'a pas forcément un accès Internet. Sinon, on peut bien évidemment partir sur le réseau Internet qui offre des possibles beaucoup plus larges. Vous avez donc comme support les espaces numériques de travail, les plateformes d'apprentissage, classes virtuelles, capsules vidéo. Voici un exemple de ce que l'on a, nous, en France, qui s'appelle les ENT. C'est donc un portail Internet éducatif qui va regrouper toute la communauté éducative, qui va des élèves aux enseignants, aux parents, et où on va pouvoir déposer et avoir accès à une documentation. Ça va permettre un échange avec le groupe. Ça va être des services en ligne. Vous allez voir, on va juste regarder un petit peu c'est possible. Hein. Donc ça, c'est un ENT qui s'appelle Benelux School. Voilà. On y arrive tout doucement. Voilà. Donc ça, vous avez ici une présentation des possibles sur Benelux. Par contre, c'est payant, hein, c'est pas forcément très cher parce qu'il y a plusieurs versions. Donc vous avez le blog
ici, vous avez le cahier de texte. Vous avez ici la messagerie qui va permettre donc les échanges. Vous avez ici une médiathèque avec des supports que vous pouvez ajouter, bien évidemment. Et vous avez ici des ateliers avec donc un espace où il va pouvoir y avoir des activités déposées. Et enfin, vous avez le fameux carnet de liaison. Voilà, donc ça c'était une présentation. Maintenant, on va terminer avec un exemple d'activité dynamisante qu'on va pouvoir proposer dans un enseignement à distance. Alors, j'ai pensé à une action un petit peu globale qui va prendre du temps. Donc, il va y avoir 2 phases. Vous allez d'abord convoquer vos apprenants grâce à votre système de communication, par exemple Zoom, et vous allez interagir avec eux parce que vous allez leur proposer une activité. Là, mon activité s'adresse, je l'ai fait un public de lycéens d'un lycée professionnel qui a pour activité principale un pôle restauration avec un niveau A2. Ça s'adapte à n'importe quel public. Donc, la tâche durant ce travail préparatoire, ça va être la mise à jour du site de la classe. Vous allez présenter l'activité que vous voulez qu'ils réalisent. Vous allez en définir avec eux le cadre. Vous allez définir avec eux la méthodologie de travail. Vous allez voir un petit peu comment vous allez pouvoir guider les apprenants pendant ce travail de préparation et vous allez définir avec eux la grille d'évaluation, les critères qui vont être pertinents pour évaluer leur travail, leur production finale. Ça, vous voyez, là, on est vraiment dans un échange où on prépare les buts, on est dans un vrai travail de mise à plat des compétences où on réfléchit justement au cadre qui va être un cadre sécurisant et propice à la réflexion. Et on est là dans toutes les compétences d'interaction orale. Le travail à préparer, ce sera donc une activité filmée qu'il faudra rendre. Et cette activité filmée, voilà la tâche. Afin de compléter la rubrique culturelle du site de la classe, chaque étudiant devra se filmer en train de réaliser une recette française tout en commentant le déroulé de la recette. Chaque production ne devra pas durer plus de 3 minutes. Voilà. Qu'est-ce que vous visez comme objectif langagier? L'impératif, le lexique culinaire, les connecteurs temporels. Pendant le confinement, en avril-mai, on avait énormément d'émissions à la télé où des personnes présentaient justement des recettes françaises puisqu'il n'y avait plus que ça à faire, c'était cuisiner à la maison. Donc, il y a de nombreux exemples sur Internet que l'on peut aussi voir, visionner, préparer avec eux pour amener ce travail-là. Et après, chaque apprenant va faire ce travail et va vous envoyer sa production filmée et vous ou le responsable du site pourra mettre en ligne toutes ces propositions donc dans la rubrique culture française. Voilà. On en a fini, je suis désolée, ça a vraiment un petit peu débordé. Donc maintenant, c'est à vous d'être des professionnels créatifs, à vous de remplir ces chaises vides et dans le symbole des chaises, j'ai voulu imager non seulement les apprenants qui viennent tous s'asseoir à votre cours pour créer, pour partager, pour échanger, pour progresser, mais ces chaises vides aussi peuvent être le symbole de votre institution puisque maintenant, vous allez vous armer de nouvelles
de nouvelles activités et ça va être à vous de démultiplier tout ce que nous avons vu avec vos collègues. Voilà, donc je remercie une fois de plus l'OIF et l'Institut français. Vous allez pouvoir participer en groupe. Il va y avoir 2 ateliers, le mercredi 9 décembre et le mercredi 16 décembre. Voilà, je vous souhaite à tous donc une bonne continuation. Je vais vous retrouver avec plaisir sur ces ateliers où là, ce sera vraiment interactif, où vous allez être en réelle production, en réelle compétence de créateur d'activités créatives dynamisantes. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis donc à très très bientôt.